Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous voulons maintenant construire une métrique pour notre espace-temps courbe. Alors comment faire? Commençons par le plus simple. Si on a un point, on définit un espace tangent, comme nous l'avons vu, qui est un espace de Minkowski, pour lequel on peut faire un choix de coordonnées xi mu, qui est un choix de coordonnées cartésiennes, et pour lequel on obtient l'intervalle ds carré égale état mu nu d xi mu d xi nu. Et état est le tenseur de Minkowski, le tenseur métrique ou la métrique, qui est un tenseur diagonal dont les composantes sont -1, 1, 1, 1 le long de la diagonale. Comment faire pour un espace-temps courbe? On peut bien sûr, en chaque point, définir un tel tenseur métrique. Oui, mais quelles sont les relations entre les différents points, puisque on fait un choix de coordonnées pour chaque point. Donc on ne sait pas quelles sont les relations. Alors la solution est donnée par la signification de la métrique. La métrique est une méthode qui permet de décrire des intervalles et donc mesurer les distances entre points de cet espace. Donc, on peut effectuer une cartographie. On va prendre un certain nombre de points remarquables dans l'espace-temps. Comme nous l'avons dit, l'espace-temps est défini par ce qui s'y passe. Donc on peut prendre les événements qui s'y produisent. Par exemple, sur Terre, on pourrait prendre des objets tels que des immeubles, des rochers, des points d'eau et toute structure remarquable. Si par exemple on prend sur Terre un point tous les 500 mètres, en dehors des difficultés des océans bien sûr, le nombre de points total qu'il faut est alors d'environ de 20 millions. L'important, c'est qu'il faut suffisamment de points pour pouvoir prendre note de tous les détails de la topographie. Si vous avez une plaine, seuls quelques points seront nécessaires. Si vous avez un terrain accidenté, il vous faudra prendre beaucoup plus de points pour avoir tous les détails. C'est avant tout une question de précision. Et c'est un travail que connaissent bien les topographes, qui établissent des cartes avec la structure, tous les éléments sur une carte, mais aussi éventuellement les altitudes avec les courbes de niveau, que vous avez peut-être déjà vues. On dresse ensuite une table avec toutes les distances entre chaque point. A priori, nous ne connaissons pas la structure de l'espace-temps, donc nous pouvons prendre les distances entre tous les points. Ces distances peuvent être obtenues par toute méthode physique, telle que l'utilisation de rayons lumineux ou des talons que l'on place entre les points, etc. Il faut donc en tout n fois n-1 demi-distance, où petit n est le nombre de points. Par exemple, pour la surface de la Terre, il faudrait 2 fois 10 exposant 14 valeurs. C'est colossal. C'est 200 000 milliards de valeurs. Heureusement, on peut faire un peu plus simple. Tout ce qu'on a besoin, c'est des points voisins. Si vous avez des distances qui sont proches, tout ce que vous avez besoin, c'est des distances aux points qui sont dans le voisinage, et pas des points qui seraient plus éloignés, pour bien déterminer ce point-là. Alors justement, combien faut-il de points voisins? Combien faut-il mesurer de distance? L'idée, c'est de construire... Donc, en faisant ça, on effectue ainsi ce qu'on appelle une triangulation de la surface,
on couvre la surface avec tous des petits triangles. C'est une technique fortement utilisée en topographie. Alors, combien faut-il de points, donc de points de voisinage? Combien faut-il mesurer de distance? L'idée, c'est de construire un treillis qui est rigide, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas déformer sans plier, sans déformer les distances, simplement déplacer des points, tout en gardant les mêmes distances. Pourquoi? Parce que ce que l'on veut, c'est pouvoir déterminer un point à partir des distances mesurées et le déterminer sans ambiguïté. Par exemple, sur une surface, vous avez 2 points et vous voulez mesurer la distance, le point P3, P1, P2, pardon. Vous mesurez la distance et vous obtenez 2 distances, de P1 à P2. Dans ce cas-là, la distance, on sait que le point va être quelque part sur un cercle autour de P1 et l'autre distance vous donne un cercle autour de P2. Malheureusement, sauf cas particulier, les 2 cercles donnent 2 points d'intersection. Donc là, vous ne savez pas dire lequel est P3. Il vous faut un autre point pour mesurer la distance, ce qui permet alors de discriminer les 2 points. D'une manière générale, on constate facilement que si on a n dimensions, il faut n plus 1 point et distance. Donc à 4 dimensions, pour l'espace-temps, il faut 5 points. Dans notre cas de tableau, cela donnerait 50 millions de nombres. Ce qui est déjà beaucoup plus abordable. Autre point important, nous savons que localement, dans un petit voisinage, la relativité restreinte s'applique. Si la zone est suffisamment petite, l'espace peut être considéré comme euclidien et l'espace-temps de Minkowski. C'est le principe aussi de l'espace tangent. Ce qui facilite notre vie parce que ces géométries-là, elles sont bien connues. Nous les maîtrisons. Et c'est relié au choix que nous avons fait pour les points. Si c'est presque plat, quelques points. S'il y a beaucoup de détails, il faut beaucoup de points pour avoir tous les détails, étant entendu qu'entre 2 points, le terrain est quasiment plat. Une courbure négligeable. Et dans ce cas-là, les distances entre points sont simplement données par ds carré égale delta x carré plus les intervalles delta y carré plus delta z carré moins c carré delta t carré. Vous donnez tous les intervalles que vous avez mesurés, les distances, vous résolvez le système d'équations et vous déterminez les points sans ambiguïté. Les coordonnées de chaque point. Ceci, c'est vrai si on choisit un système de coordonnées qui est cartésien, mais on ne peut le faire que localement. Ce qu'on voudrait, c'est un seul système de coordonnées pour toute la variété. Ce qui alors permet de plus poser la question, de dire quelles sont les relations entre points. Nous avons un système de coordonnées. Donc, on ne peut pas faire ce choix en général, mais il n'empêche que localement, dans une petite zone, l'espace est toujours euclidien ou de Minkowski. L'espace-temps toujours de Minkowski. Donc au pire, ce qu'on pourrait avoir si on ne peut pas choisir un système de coordonnées cartésien, au pire, ce qu'on pourrait avoir localement, c'est des axes qui sont obliques et des coordonnées, des vecteurs pour les vecteurs de base, qui ne sont pas orthonormés. Et donc, tout ce qu'on obtient, au pire, c'est que la distance est donnée par une relation générale, G mu nu, delta x mu, delta x nu. Où G mu nu n'est plus nécessairement un tenseur diagonal. Les composantes forment un tableau symétrique de 8 nombres, de 4 nombres sur 4, 16 nombres symétriques,
générale. L'étape suivante consiste à passer d'une version discrétisée de l'espace et du temps avec des points séparés à distance finie par des distances infinitésimales. Donc, on remplace les delta par des d. On passe en notation infinitésimale. Alors là, on a un problème, puisque nous avons choisi comme point ce qui se passe dans l'espace-temps. Et il peut y avoir des points où il ne se passe rien, où il n'y a pas d'objet. Nous avons parlé de la difficulté des océans quand on cartographie la Terre. Dans l'univers, dans l'espace, il peut y avoir des zones où il n'y a rien, il y a du vide. Donc comment faire? Ben en fait, ce n'est pas très important. L'important, c'est que ce système infinitésimal redonne les mêmes résultats que celui avec les points remarquables. Et donc, qu'au point, là où il y a les événements, les objets, on ait les mêmes valeurs. Et entre les deux, dans les zones où il n'y a rien, ou des zones où on n'avait pas choisi le point, on fait une simple interpolation linéaire. Donc, il est toujours possible, au moins dans la description théorique, d'avoir une forme infinitésimale. Alors pourquoi faire cet effort de passer à une forme infinitésimale? Mais la raison, elle est pratique. D'un point de vue mathématique, manipuler des grandeurs discrètes, c'est pas toujours facile. Tandis que sous forme infinitésimale, on peut utiliser l'outil de l'algèbre et de l'analyse, qui sont des outils très puissants et qui facilitent beaucoup la vie. Et donc, on peut toujours sans problème passer à une telle formulation, et on obtient donc, pour la description, un tenseur G mu nu défini en chaque point P. On peut considérer que G est une fonction continue, analytique, du point P, de la position du point P, sauf éventuellement s'il existe des singularités localisées sur la variété espace-temps. C'est toujours possible, nous en verrons. Et donc, G de P, donc indépendamment de la notation composante, G de P est un tenseur. Et puisqu'il y a une infinité de points P dans l'espace-temps, c'est un champ tensoriel, un champ de tenseur. Notons que, en un point P0 donné, on peut toujours choisir le système de coordonnées tel que le tenseur serait celui de Minkowski. On peut toujours le faire. Mais évidemment, tous les points étant liés par ces relations, on ne peut pas nécessairement, dans un cas général ce n'est pas possible, le faire pour tous les points. Donc en général, on peut le faire que pour un point particulier qui a été choisi. En fait, si on veut être rigoureux, pour les mathématiciens, le champ tensoriel est donc un tenseur défini en chaque point de la variété, mais techniquement, le tenseur est défini dans l'espace tangent. Il est défini par l'algèbre linéaire, et donc pour un espace vectoriel linéaire, tel que l'espace de Minkowski. Donc, il est défini dans l'espace tangent. Et donc, comme tel, et comme nous l'avons vu, il continue à servir à lever et à baisser les indices. Par exemple, si vous avez un champ vectoriel V de P, avec un vecteur défini en chaque point, les composantes V mu, en un point P, sont toujours données par G mu nu, en P, fois le vecteur V nu, en P. Composantes covariantes en fonction des composantes contravariantes. Donc tout ce que nous avons vu s'applique. Ce qui est plutôt pratique. Et donc nous avons notre tenseur, un ensemble de composantes définies en chaque point, des relations infinitésimales pour les intervalles, et toutes les règles que nous avons vues pour les vecteurs et les tenseurs. Nous avons tout ce qu'il faut.
Notons une petite difficulté qui peut se poser. Nous le verrons. Il n'est pas toujours possible, pour une variété quelconque, d'avoir un système de coordonnées unique sur toute la variété sans qu'il y ait des défauts. Par exemple, sur la sphère, ce n'est pas possible. C'est même un théorème. On dit qu'on ne peut pas peigner la sphère. C'est-à-dire que si une sphère est recouverte de cheveux entièrement, et que vous essayez de la peigner, vous aurez toujours un épi quelque part. C'est un théorème, c'est démontrable. Et de fait, les systèmes de coordonnées sur toute la sphère ont toujours un défaut. Prenons un exemple. Le système des coordonnées des longitudes et des latitudes, que vous connaissez bien. Eh bien, il a un défaut. Au niveau des pôles, la latitude est de plus ou moins 90 degrés, mais la longitude n'y est pas définie. Ce système a un défaut, une singularité. Alors que physiquement, il n'y a pas toujours de singularité. La sphère, tous les points de la sphère sont équivalents. Une sphère, peu importe comment vous la mettez, peu importe où vous mettez les pôles, chaque point est semblable aux autres. Il n'y a pas de singularité physique sur la sphère. Et donc, cette singularité est un problème des coordonnées. Une solution, c'est d'utiliser plusieurs systèmes de coordonnées. Par exemple, un système de coordonnées pour chaque hémisphère. C'est possible un peu plus grand, pour que les deux se recouvrent. Donc on établit des cartes. Un ensemble de cartes qui se recouvrent partiellement, et on donne les règles permettant de passer des coordonnées d'une carte à l'autre au niveau de la zone de recouvrement. Et dans ce cas-là, on peut construire un ensemble de cartes avec des systèmes de coordonnées qui ne présentent pas de défauts, sauf vraie singularité physique de la variété. Un tel ensemble de cartes s'appelle un atlas. Voilà pour le tenseur métrique. Donc vous voyez que c'était pas si difficile de définir un tel tenseur métrique qui décrit une variété espace-temps courbe. C'est un outil pratique, mais on a besoin d'outils plus puissants. Alors on va créer des outils puissants grâce au tenseur métrique. On va créer ce qu'on appelle la dérivée covariante, on va définir la connexion, on va définir ce qu'on appelle le tenseur de courbure, etc. Donc on va définir tous ces objets, tous ces outils puissants, c'est ce que nous allons aborder. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une technique qui s'appelle le transport parallèle. Je vous remercie.